Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Nous sommes là dans le cadre de l'émission En toute vérité, qui n'est pas essentiellement une émission politique, mais nous pouvons parler de tout dans cette émission. Alors, dans notre émission Actualité expliquée, je vous ai parlé du décès ou du non-décès de l'abbé Malou Malou. On parle de mort clinique, de mort cérébrale. Eh bien, ce sont certainement des termes qui ont plusieurs acceptions, des acceptions différentes. Et j'avais promis que je mettais la main, en tout cas, sur quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine. Donc, je suis avec le docteur Médard Mamaye. Il est donc médecin spécialiste en soins intensifs et il est donc le responsable des soins intensifs à l'hôpital Bracops ici à Bruxelles. Alors, docteur Mamaye, bonjour. Bonjour Fabien. Alors, docteur, en tant que médecin spécialiste en soins intensifs, certainement que vous êtes amené à suivre, peut-être aussi à vivre aux côtés des personnes qui sont peut-être en fin de vie, il faut le dire comme ça. Et ici, voilà, on parle du décès de monsieur Malou Malou, abbé Malou Malou, que vous devez connaître sans doute. Ancien président d'abord de la commission électorale indépendante, après commission électorale nationale indépendante, malade aux États-Unis, on a appris sa mort, la mort est démentie, mais il y a deux termes qui sont apparus, c'est donc la mort cérébrale et la mort clinique. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu la différence? Commençons d'abord par la mort clinique. Mais la mort clinique, merci Fabien. La mort clinique, c'est un terme tout à fait clinique aussi. Ça concerne le médecin. Donc, quand le médecin est appelé à constater le décès ou la mort de quelqu'un, là, on parle de mort clinique. Et la mort clinique nous conduit directement vers ce qu'on appelle la mort administrative. Donc, il faut établir un certificat de décès. Mais avant d'établir le certificat de décès ou de constater la mort tout court de quelqu'un, il y a des signes qui doivent être faits. Dans des pays développés, on a ce qu'on appelle la mort cérébrale. Parce qu'en fait, la mort cérébrale, c'est quoi? C'est une absence des signes d'activité du cerveau. Mm-hmm. Et cette absence de signes est notifiée non pas par quelqu'un, mais par un appareil qu'on appelle l'électroencéphalogramme. Mm-hmm. Donc, vous faites l'électroencéphalogramme. Si vous constatez que le cerveau n'a plus d'activité, là, vous dites, voilà, c'est une mort cérébrale. Mm-hmm. Parce que c'est lié à un appareil. OK. Alors, maintenant, c'est surtout un terme qui est destiné aux gens qui font la médecine légale, qui font des recherches sur les assassinats, ainsi de suite. Alors, maintenant, la mort clinique, comme vous dites, ça, c'est vraiment un terme qui est tout à fait médical. Donc, c'est relié à des signes. Donc, comme quoi, par exemple? Comme quoi, comme signe? Mais par exemple, l'absence de réflexe. Mm-hmm. Quand vous voyez un malade qui vous regarde sans cligner, sans vraiment bouger, là, vous devez vous poser la question qu'il y a quelque chose. Alors, à ce moment, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre doigt dans l'œil pour voir si la personne réagit ou bien pas. Donc, s'il n'y a pas d'absence, à ce moment-là, on peut commencer à parler de mort. Mm-hmm. Donc, par exemple, l'absence de la fermeture des yeux, par exemple, l'absence de la respiration, par exemple, l'absence de battement cardiaque. Là, évidemment, on entre en profondeur dans le diagnostic de la mort. Est-ce que maintenant, quelqu'un qui est en mort clinique comme ça, peut être vivant du point de vue cérébral? C'est-à-dire que du point de vue cérébral, comme je vous ai dit tantôt, si vous n'avez pas d'appareil pour tester l'activité cérébrale, si vous n'avez pas d'appareil, mais c'est difficile de parler de mort cérébrale. Parce que la mort cérébrale est liée à cet appareil-là. Par exemple, quand nous sommes au Congo, cet appareil n'existe pas. Donc, on ne peut pas parler de mort, on parle de mort cérébrale, on va parler carrément de mort clinique. De mort clinique. De mort clinique, parce que vous êtes avec vos sens. Donc, pour que ça soit un peu plus clair, donc mort clinique veut dire mort comme on le connaît, la mort tout oui, simplement. la mort normale. La mort normale. La mort normale. Donc, vous êtes appelé au chevet du malade, vous n'avez pas d'appareil,
vous n'avez que votre cerveau. À ce moment-là, vous prenez le premier signe, c'est l'absence de la respiration. Deuxième signe, c'est l'absence de battement cardiaque. Et troisième signe, c'est l'absence de vie. Chez le blanc, vous allez voir que la couleur de la peau change. À ce moment-là, avec les trois signes, vous pouvez dire, voilà, il y a une mort, tout simplement. Et si vous voulez être un peu plus compliqué, vous pouvez parler de mort clinique. Ouais. Voilà, donc c'est tout simplement un terme médical. C'est pour la maman, par exemple, qui m'a posé la question. Donc, c'est-à-dire qu'on peut lui dire tout simplement, quand elle entend parler de mort clinique, c'est-à-dire que c'est vraiment... Voilà, la personne est décédée, est morte donc complètement comme la mort, et puis il reste à établir un certificat de décès par un médecin. Maintenant, quand est-ce qu'intervient le médecin légiste en ce moment-là? Le médecin légiste intervient dans ce qu'on appelle les morts suspectes. Par exemple, quelqu'un qu'on a retrouvé mort dans sa chambre. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. À ce moment-là, évidemment, vous constatez le décès, mais vous ne pouvez pas disposer du corps. Vous devez prendre les corps, vous les mettez entre la gestion de la magistrature. Par exemple, les maîtres de la justice, par exemple, les procureurs de la République ou les procureurs du roi. Et c'est lui qui va établir les enquêtes qui peuvent conduire à déterminer l'origine de la mort. Parfois aussi, il n'y a pas d'origine. Alors, à ce moment-là, la justice peut déclarer effectivement que la personne est morte. Donc, finalement, si je comprends très bien, admettons, prenons un exemple simple. Vous êtes médecin et urgentiste, disons médecin aux soins intensifs. On vous amène quelqu'un, vous constatez le décès de la personne. Donc là, nous sommes en train de parler de mort clinique, hein, comme vous l'avez expliqué, hein, disons mort tout court. Donc, en ce moment-là, c'est vous qui faites le certificat de décès et le médecin légiste n'intervient pas. Là, le médecin légiste n'intervient pas, effectivement, parce que le patient, le mort est chez vous. Vous avez constaté qu'il y a des éléments qui ne sont pas suspects. C'est une mort tout à fait naturelle. À ce moment, on peut établir les certificats de décès en bonne et due forme. Et puis, si, dans le cas contraire, où on vous dit, par exemple, qu'il y a eu bagarre, ou bien il y a eu, par exemple, consommation d'alcool, ou bien... Par exemple, dans un bar, par exemple, là, évidemment, on va demander à ce que la justice puisse intervenir. Et c'est là où on parle de mort suspecte. À ce moment-là, vous faites intervenir le médecin légiste. Ouais. Donc, pour des gens qui nous suivent, l'intervention du médecin légiste est requise quand il y a mort suspecte. Quand il y a mort suspecte, voilà. Voilà. Ouais. Là, c'est au moins clair. Alors, d'autres aussi posent des questions. Déjà, vous avez défini un peu ce que c'est la mort cérébrale, parce que nous sommes en train de parler de la situation de l'abbé Malou Malou. Alors, pour son cas, admettons, quand on dit mort cérébrale, et que, ben voilà, on ne sait pas encore ce qui se passe, comment pourriez-vous décrire la situation, par exemple, vis-à-vis de son état? Mais son état, il est aux États-Unis, donc c'est un pays où la médecine a tous les moyens. On peut, en dehors de ce qu'on appelle la mort clinique, essayer de confirmer la mort par des examens paracliniques, comme l'électroencéphalogramme, comme les potentiels évoqués. Donc ces deux examens peuvent nous amener à conclure l'hypothèse que le médecin a retenue. Hein. Donc vous êtes au chevet du malade. Vous voyez que votre malade est mort. Mais vous n'êtes pas sûr, hein, vous voulez avoir la confirmation, ben vous demandez un examen, par exemple l'électroencéphalogramme, ou bien le potentiel évoqué. Donc ces deux examens qui ne sont pas nécessairement complémentaires vous permettront de dire s'il y a une activité cérébrale ou bien pas. Donc s'il n'y a pas d'activité cérébrale, là on va parler de mort cérébrale. Est-ce que quelqu'un qui est en état de mort cérébrale peut, du jour au lendemain, peut-être se réveiller, récupérer des facultés à temps, peut-être par réanimation ou Normalement non. Sauf s'il y a une réanimation qui est entamée. Si on fait une réanimation, là peut-être qu'en donnant des médicaments qui vont stimuler un peu le cœur va envoyer le sang au niveau du cerveau, on peut avoir une ébauche d'activité. Mais ce n'est pas une vraie activité. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on parle de l'irréversibilité. Donc, tout à fait, oui. C'est irréversible. Ouais. OK. Alors maintenant, on a donné l'exemple, par exemple, de certaines personnes. Il y a par exemple Michael Schumacher, qui est pilote de Formule 1 que l'on connaît. On dit qu'il est dans le coma, ça fait bientôt peut-être 2 ans. On a eu le cas d'Ariel Sharon. Oui, tout à fait. On a parlé d'état végétatif. Alors,
le coma profond, l'état végétatif, c'est quoi ça recouvre, disons, tout ça, que ça signifie concrètement? Mais le coma, en fait, c'était une perte de la conscience. Une perte de la conscience. Le cerveau peut avoir une petite activité, le cœur aussi peut avoir une petite activité, mais vous sentez que la personne n'est pas en relation avec le monde extérieur. Donc, c'est ça qu'on appelle l'état végétatif. Alors, évidemment, on appelle ça état végétatif, on appelle ça état comateux, et le coma se divise en 4 stades. Il y a le premier stade qu'on appelle le coma vigile, donc c'est comme quelqu'un qui n'est pas en contact avec le monde extérieur, mais qui a quand même une certaine activité cérébrale. Par exemple, il peut arriver qu'il ouvre un peu les yeux, ou bien par exemple, il bâille. Donc vous avez une activité qui est liée au cerveau. Ça, c'est le coma vigile. Alors, vous avez les comas au stade 2. Donc là, on va vraiment dans la profondeur des choses jusqu'à arriver au stade 4. Le stade 4, c'est un peu la mort, en fait. C'est les comas dépassés qu'on appelle les comas dépassés. C'est ça qu'on appelle les comas dépassés, qui, pour nous, veut dire la mort cérébrale ou la mort clinique. Ça dépend dans quel contexte vous vous situez. Donc, si vous avez des appareils à votre disposition, vous pouvez parler de mort clinique ou de mort cérébrale, par exemple. Mais si vous n'avez pas d'appareil, par exemple, vous êtes dans un pays comme le nôtre, où l'électroencéphalogramme est un luxe, où le potentiel évoqué est un luxe, là, vous ne parlerez pas de mort cérébrale. Parce que vous n'avez pas testé l'activité cérébrale avec l'électroencéphalogramme ou des potentiels évoqués. Vous n'avez défini la mort que par rapport à votre intelligence, à ce qu'on vous a appris à l'école. Donc l'absence des réflexes au niveau des yeux, l'absence de la respiration et la couleur qui change et parfois les articulations qui deviennent tout à fait rigides. Donc dans ce cas-là, on pourrait dire chez nous, on enterre les gens à peu près encore vivants, même si c'est irréversible, quoi. Je pense. Ça rejoint un peu un séminaire que j'ai donné sur une des radios ici de nos compatriotes, où j'ai dit qu'en fait, chez nous, on enterrait les gens vivants. On enterrait les gens vivants. Parce qu'il suffit de tomber, que les gens se mettent à crier, ou même le médecin n'est même pas là. Avant que le médecin arrive, les routes étant défectueuses, les ambulances étant inexistantes, donc la personne reste tout à fait inanimée. Il n'y a même pas les premiers soins. Okay. Donc la personne peut mourir dans les heures qui vont suivre. Alors maintenant, en vous entendant parler, il y a 2 éléments importants qui signalent la mort complète de l'individu, c'est les cerveaux et c'est les cœurs, enfin parmi les éléments. Et là, je me rappelle, souvent on parle d'accident vasculaire cérébral, et puis on parle d'arrêt cardiaque ou crise cardiaque. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui nous suivent en ce moment ici? Commençons par l'accident vasculaire cérébral. Comme on dit, un accident, quand vous prenez la circulation qui amène le sang vers le cerveau, il y a des tuyaux, il y a des veines, il y a des artères. Donc, le long du chemin que prend le sang pour aller au cerveau, il y a des artères. Donc, dans ces tuyaux-là, on peut avoir un accident comme un accident de route. Vous avez un embouteillage. Mais ici, l'embouteillage se fait à cause de ce qu'on appelle les thrombus, un caillot de sang qui se met le long du chemin qui doit parcourir le sang. À ce moment, évidemment, le sang ne passe pas. Comme le sang ne passe pas, il y a une souffrance qui arrive. Alors, quand la souffrance dure longtemps, elle peut entraîner ce qu'on appelle la mort cellulaire. Donc, la mort de la cellule, la mort de la partie qui ne reçoit pas le sang, cette partie va mourir. Et ça va donner ce qu'on appelle la thrombose ou l'accident vasculaire cérébral. Okay. Alors là aussi, il y a beaucoup de classifications. Il y a ce qu'on appelle les accidents complets, il y a des accidents incomplets. Ça dépend de la taille de votre caillot dans le tuyau. Quand le caillot bouche complètement l'artère, à ce moment, évidemment, la partie qui devait recevoir le sang ne recevant pas, cette partie va souffrir. Et après avoir souffert, elle va mourir. Et là, on arrive à ce qu'on appelle la mort cellulaire. Et cette mort cellulaire peut entraîner, par exemple, quelqu'un qui fait un accident vasculaire cérébral. Quand une partie est morte, cette partie, ça dépend quel était le rôle de cette partie. Parce que vous savez, au niveau du cerveau, il y a ce qu'on appelle la mémoire, il y a l'écriture, il y a les besoins essentiels, la défécation, par exemple, la respiration, par exemple. Tout dépend du cerveau. Alors, ça dépend du territoire qui va être détruit.
Si le territoire qui détruit, c'est un territoire de la mémoire, mais vous allez perdre la mémoire. Si le territoire qui est détruit, c'est un territoire qui régit l'écriture, vous allez perdre l'écriture. Si le territoire qui est détruit... Dans l'activité motrice au niveau de votre main, par exemple. Tout à fait. C'est comme ça qu'on voit les gens parfois... Oui, tout à fait, qui ne savent même pas écrire. Ouais. Si le territoire qui est détruit concerne la mémoire, vous allez perdre une partie de la mémoire. Là aussi, ça dépend. Est-ce que la mémoire antérieure, la mémoire ancienne, ou la mémoire présente, ou la mémoire future? Donc, tout dépend de l'étendue de la destruction de la zone qui est concernée, parce qu'au niveau du cerveau, je peux rappeler qu'il y a deux sortes de cerveaux. Il y a le cerveau gauche et le cerveau droit. Le cerveau gauche est responsable du fonctionnement de l'hémicorps droit et le cerveau droit est responsable de l'hémicorps gauche. Il arrive des fois que les gens perdent la parole, perdent la mémoire, perdent aussi l'écriture. Et ça, c'est très souvent, c'est des gens qui ont eu des accidents à gauche, le cerveau gauche, qui est très important. Parce que c'est lui qui conduit notre partie droite, où il y a l'écriture, où il y a la motricité, et il y a même la parole. Alors, quand quelqu'un a fait une thrombose à droite, lui va garder l'écriture, il va garder la mémoire, il va garder aussi la motricité à droite. C'est comme ça que souvent on demande est-ce que vous êtes gaucher, est-ce que vous êtes droitier. Donc, si votre cerveau devient malade à droite, c'est votre hémicorps gauche qui va en souffrir. Or, vous voyez bien, quelqu'un qui est gaucher, la partie gauche va devenir malade, mais la partie droite ne sera pas malade. Donc, c'est comme ça qu'on voit des gens qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux, mais qui continuent à écrire, ou qui continuent même à parler, ou qui continuent à manger. Alors, vous verrez des gens qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux, mais lui, il ne sait même pas avaler, il ne sait pas écrire, il ne sait même pas dire son nom. Donc, ça, c'est vraiment des gens qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux, mais qui sont à gauche. Donc, le cerveau gauche est très, très important. Ça relève un peu des études que les Allemands ont faites pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, où on a vraiment déterminé la physiologie de chaque partie du cerveau. Et au niveau de la crise cardiaque? La crise cardiaque, comme les mots... Ou arrêt cardiaque, c'est vraiment le cœur qui s'arrête. Le cœur peut s'arrêter pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Le cœur peut s'arrêter, par exemple, il y a un rythme, parce que votre cœur, comme vous êtes là, votre cœur bat à 80, il peut monter à 100, il peut descendre à 60. Mais imaginez-vous que votre cœur se met à battre à 200. Au bout de quelques temps, il va s'arrêter. C'est ça qu'on appelle un trouble de rythme. Un trouble de rythme. Et ce trouble de rythme peut être dû à beaucoup de choses. Il y a notamment les médicaments, il y a certains poisons, il y a aussi, parfois, une façon, votre cœur se met un peu comme, devient fou, il se met à battre un peu comme à la folie, et à un certain moment, il va s'arrêter. Les causes, parfois, ne sont pas connues. C'est comme ça que vous verrez, par exemple, des joueurs qui tombent, qui font un arrêt cardiaque, on réanime, mais on ne les récupère pas. Donc, l'arrêt cardiaque, c'est vraiment un arrêt du cœur, dont les causes sont tout à fait multiples. Les causes sont vraiment multiples. Alors, cet arrêt du cœur, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'arrêt du cœur arrive, vous savez que c'est le cœur, c'est une pompe. Le travail du cœur, c'est donc c'est contracter, relaxer. Quand il se contracte, il envoie le sang vers le cerveau et vers tous les organes nobles, comme le rein, comme le foie, comme les poumons, comme le cerveau, surtout les cerveaux. C'est comme ça que vous avez des artères au niveau du cou, qu'on appelle les carotides. Ce sont des grosses artères qui amènent le sang vers le cerveau. Alors, quand le cœur s'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Le sang n'arrive plus au niveau du cerveau, le sang n'arrive plus au niveau du foie, le sang n'arrive plus au niveau des reins. Donc le corps n'est pas alimenté. Le corps n'est pas alimenté. Il y aura en un premier temps une souffrance. Et cette souffrance, quand elle dure, elle peut entraîner ce qu'on appelle la nécrose. La nécrose, c'est la mort de la cellule. La mort de la cellule. Alors, pendant ce temps, quand le cœur s'arrête, si il y a des gens qui sont compétents, qui peuvent réanimer la personne, on peut récupérer la personne.
C'est comme ça qu'actuellement, de plus en plus, on est en train de vulgariser ce qu'on appelle la RCP, donc la réanimation cardio-pulmonaire, et dont l'organe essentiel est le cœur. Parce qu'on vous dira, si vous arrivez sur la rue, que vous devez réanimer quelqu'un, la première chose, c'est d'abord réanimer le cœur. Avant, on disait, oui, il faut même faire les bouches à bouche. Les bouches à bouche, vous pouvez les faire. Mais ce qui est important d'abord, c'est réanimer le cœur. C'est le cœur qui envoie le sang vers le cerveau, c'est le cœur qui envoie le sang vers les poumons. Et ce sont les deux organes qui sont très, très importants. Voilà, des organes très très importants. Vous avez certainement, nous aurons, je pense que le temps qui nous est imparti arrive à terme, mais je vous promets que nous aurons Docteur Mamaï. Docteur, j'espère que vous parlez lingala. Oui, voilà, je pense que cette matière ici, dans notre communauté, il y a tellement d'accidents vasculaires cérébraux, il y a des crises cardiaques, on ne comprend pas, les gens ont beaucoup de problèmes. Je pense qu'il nous faudra une émission en lingala aussi, où vous expliquez les différents termes pour que les gens comprennent et surtout pour qu'ils puissent en tout cas se prémunir de toutes ces maladies qui deviennent de plus en plus des fatalités dans la communauté. En tout cas, je vous remercie. Et j'espère que vous avez eu suffisamment d'explications en ce qui concerne notamment la mort clinique et la mort cérébrale, voilà, qui sont maintenant à la mode ou à la une suite au décès ou au non-décès de l'abbé Apollinaire Malou-Malou, ancien président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Docteur Mamaï, merci. Merci également à vous tous. Et donc, le rendez-vous est pris pour une autre occasion. Et d'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love, frères, ainsi soit-il. Et ce qui est dit, est dit.